Bonsoir à tous. Je remercie Michel Pêche pour son aimable invitation et qui m'a demandé de traiter le sujet suivant, l'OCT du film Lacrymal. Donc la sécheresse oculaire est une pathologie multifactorielle impliquant les larmes et la surface oculaire et qui peut causer des lésions de l'épithélium conjonctival et de l'épithélium cornéen. Des études précédentes ont déjà montré des facteurs responsables de la prolifération et des facteurs de différenciation de l'épithélium conjonctival, mais finalement on en sait encore peu sur l'épithélium cornéen. La cartographie épithéliale en OCT inclut le film lacrymal et offre une projection intéressante de la surface oculaire. Nous avons ainsi étudié différents degrés de sécheresse oculaire et observé les modifications de l'épithélium cornéen autour de ces différents stades. L'avènement de l'OCT et son augmentation en résolution nous a permis de pouvoir individualiser de manière relativement aisée l'épithélium comme structure moyennement réflective, avec en son sommet une hypereffectivité caractéristique en rapport avec le film lacrymal, et dans sa face postérieure une hypereffectivité correspondant juste ici à la membrane basale de l'épithélium cornéen. Cette cartographie épithéliale est relativement précise, et je rappelle une étude de Kanellopoulos qui avait montré une répétabilité de l'ordre du micron et une variabilité intermesure de l'ordre de 0,25 microns, et cette donnée est importante à préciser quand on sait les faibles modifications que peut subir l'épithélium cornéen de quelques microns. Quelques généralités sur l'épithélium cornéen normal. On sait que son épaisseur moyenne est aux alentours de 50 microns, que l'épithélium cornéen en supérieur est beaucoup plus mince qu'en inférieur, probablement lié à la friction mécanique de la paupière supérieure qui présente le mouvement le plus ample. Et on sait également que l'épithélium cornéen a tendance à diminuer avec l'âge. Donc nous avons réalisé une étude sur 45 patients, 25 hommes, 20 hommes, qui ne présentaient pas d'antécédents particuliers ni d'antécédents de chirurgie et qui avaient un diagnostic déjà posé de troubles de la surface oculaire, et chaque patient a bénéficié d'un examen clinique standard incluant le break-up time, le shimmer et la mammographie. Au stade initial, on a observé des hyperplasies de l'épithélium cornéen, comme dans ce cas de ce jeune patient qui présentait une amétropie non compensée avec une blépharite et des dépôts à la base des cils. Et ici, avec la cartographie normalisée, où on va changer le pas de l'échelle de la carte, un peu comme l'autoscale quand on veut mieux mettre en évidence des faibles modifications de la courbure. Et cette hyperplasie de l'épithélium cornéen semblait toujours être localisée dans les zones où s'opèrent les premiers signes de rupture du film lacrymal, comme dans ce cas précis, on voit même associé à quelques ponctuations de KPS, mais cette hyperplasie pouvait être localisée dans d'autres territoires en fonction de la chronicité de la maladie. On a montré également que cette hyperplasie était souvent bien corrélée au dysfonctionnement mémomien chez cette patiente qui présentait un dysfonctionnement mémomien avec un clignement incomplet et un break-up time beaucoup plus court du côté gauche, et on voit une hyperplasie beaucoup plus prononcée du côté gauche associée au dysfonctionnement mémomien plus prononcé du côté gauche, où on observe une atrophie des glandes plus prononcée. Un autre cas ici d'un dysfonctionnement mémomien chez une patiente candidate à la chirurgie réfractive avec un contexte allergique, et on voit bien que l'hyperplasie de l'épithélium cornéen est beaucoup plus prononcée du côté où le dysfonctionnement mémomien était plus important, et ces hyperplasies vont donner des modifications de la courbure, donnant des asymétries des sabliers, pouvant nous faire craindre des modifications kératoconiques, et l'epimapping va nous aider à raisonner ces modifications. Ces hyperplasies, au cours du traitement, on les voit disparaître avec les traitements de compresses d'eau chaude, d'agents bouillants, et progressivement, on va voir
cette hyperplasie disparaît, ce qui montre bien que cette hyperplasie de l'épithélium cornéen est étroitement corrélée aux troubles de la surface oculaire. Ici également, une hyperplasie beaucoup plus prononcée avec une normalisation après traitement et un larmement basal au niveau du ménisque larme complètement diminué dans ce cas de dysfonctionnement mébobien. Des études préalables dans des modèles murins, notamment chez la souris, dans des modèles de sécheresse oculaire sur 7 jours, ont montré des hyperplasies de l'épithélium cornéen dans des modèles de sécheresse oculaire débutants, et que cette hyperplasie épithéliale pourrait être réactionnelle à des microlésions induite soit par un stress hyperosmolaire ou micro-abrasif induit par une augmentation des clignements. Mais que l'hypothèse la plus vraisemblable serait que la sécheresse oculaire induirait une inflammation neurogène ou non neurogène et qui induirait une augmentation des cytokines pro-inflammatoires qui, on le sait, sont impliqués dans la prolifération cellulaire et la kératinisation. Et ici, en histologie, on voit bien cette hyperplasie sur la cornée de ces souris qui ont été sacrifiées. On sait finalement que le film lacrymal et l'épithélium cornéen sont étroitement corrélés pour garantir une qualité optique de la vision optimum, et que chez nos patients, la sécheresse oculaire va induire des modifications de la kératométrie, de la réfraction et une instabilité visuelle. Et donc, on sait aussi que cette hyperplasie cornéenne peut être également compensatrice liée à des modifications de la courbure, comme dans le kératocône ou la kératotomie radiaire. Et donc il sera aussi important de pouvoir différencier ces modifications épithéliales d'une hyperplasie induite par la sécheresse oculaire par rapport à une hyperplasie induite sur un modèle de cornée ectatite, et donc il faudra comparer la distribution de l'épaisseur globale et la distribution de l'épithélium et la distribution du point le plus fin. Ici, regardez sur ce modèle de kératocône, on voit un amincissement de l'épithélium au regard du cône, et regardez ici, on a déjà un kératocône frus, mais regardez la distribution de l'épithélium. C'est cette patiente qui présentait également des manifestations allergiques associées à la sécheresse oculaire, et regardez, ces troubles de la surface oculaire peuvent avoir un effet masque, et donc il va convenir d'analyser l'épaisseur globale, l'épaisseur stromale, analyser leur distribution avec un point le plus fin beaucoup plus décentré, une distribution décentrée très évocatrice de kératocône. Ensuite, au stade modéré, le manque de larmes va induire une augmentation de la fréquence du clignement, qui va induire une augmentation de la friction mécanique et va induire un amincissement de l'épithélium cornéen en supérieur. Et au stade ultime, on va observer un amincissement global de l'épithélium cornéen. On sait que la prolifération de l'épithélium conjonctival et de l'épithélium cornéen est souvent associée à une prolifération de protéines anormales qui vont avoir un rôle apoptotique qui va s'associer au rôle microabrasif des clignements pour conduire à cet amincissement global. Ainsi, j'ai proposé un modèle de classification de la sécheresse oculaire avec dans l'œil normal un épithélium relativement uniforme, ensuite une hyperplasie compensatrice, et ensuite on observe une dégradation trophique de l'épithélium cornéen au cours des différents stades. Et donc on va pouvoir monitorer le suivi de ces patients. Ici c'est une patiente qui présentait une blépharite associée à des probables démodex et une sécheresse oculaire, un break-up time à 5 secondes, et on va pouvoir analyser au cours du traitement la normalisation progressive de l'épithélium cornéen associée à l'amélioration subjective ressentie par la patiente après le traitement. Et donc il n'est pas dénué de sens de penser que l'OCT va jouer un rôle important dans le dépistage et dans le suivi de la sécheresse oculaire, avec également la mesure de l'épaisseur du ménisque de larme et la mammographie déjà disponible dans certains appareillages comme le Soulix. L'OCT en face va également constituer un outil d'avenir. Ici, vous voyez, on voit l'OCT en face pour la première fois du mébum stagnant chez un patient qui présentait un scléral chaud. Et en OCT de haute résolution sur un prototype, on a pu déjà individualiser le film lipidique du film lacrymal.
Et donc, avec nos nouveaux outils, on va également pouvoir aller analyser la composante lipidique du film lacrymal grâce à l'OCT en face, dont la résolution des scans a considérablement augmenté. Donc en conclusion, l'epimapping va jouer un rôle intéressant dans l'analyse multimodale de la sécheresse oculaire, du dépistage au traitement. Ces éléments vont pouvoir être comparés aux questionnaires subjectifs tels que le SPID ou l'OSI. Des études avec des cohortes plus importantes sont nécessaires pour valider ces modèles et l'epimapping devra être toujours comparé à la kératométrie dans la recherche d'une précision kératométrique importante dans les implants premium. Et il conviendra également de pouvoir différencier des modifications épithéliales liées à une cornée ectatique, des modifications épithéliales liées à la sécheresse oculaire, et ensuite les nouveaux logiciels d'epimapping changeant le pas de l'échelle vont nous permettre de mieux mettre en évidence les plus petites modifications épithéliales, et l'OCT en phase va constituer un outil d'avenir pour analyser la composante lipidique du film lacrymal, et je vous remercie de votre attention.